à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde sur la cohabitation des modes et des usages. Par mon vélo m'a proposé d'animer cette table ronde. Je m'appelle Jeanne Bru, je suis ex-adjointe du collectif Vélo Île-de-France. Donc on est un collectif des associations de vélo en Île-de-France, dont MDP, organisateur, fait partie également. Et donc nous, on accompagne des assos pour porter des questions de cyclabilité à l'échelle départementale et régionale. Donc nous avons aujourd'hui, pour parler de la cohabitation des modes et des usages, Madame Ouzoubat, excusez-moi si je n'ai pas un qui est vice-présidente de l'Université Paris-Saclay et en charge du développement soutenable, et également chercheuse en chimie, sur le climat, climatologue. Monsieur Delasteri, qui est président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et maire de Palaiseau. Et monsieur Thomas, qui est maire de Marcoussis, mais également vice-président de l'agglomération Paris-Saclay en charge des transports durables, des mobilités douces. Donc quand on m'a proposé d'animer cette table ronde sur la cohabitation des modes et des usages, on pense souvent d'habitude au premier lieu au conflit piéton-vélo, et je voulais éviter de parler uniquement des conflits piétons-vélo. L'idée que je voulais porter, c'était que actuellement, un gros argument qu'on a pour l'utilisation de la voiture, c'est que la voiture, on n'a pas le choix d'utiliser la voiture. Parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable sécurisé, il n'y a pas de place pour les piétons, et même pour des petites distances, s'il n'y a pas de trottoir, finalement la voiture devient un des seuls modes légitimes à utiliser. Donc j'aimerais qu'on aborde dans cette table ronde comment est-ce qu'on aménage notre territoire pour que tous les modes de transport, pour qu'on puisse réellement avoir le choix de son mode de transport, qu'on puisse réellement décider de prendre le vélo, la marche ou la voiture en fonction des distances qu'on a à faire, mais qu'on ait vraiment toutes les possibilités possibles et qu'on ait la garantie d'avoir un transport agréable. Donc pour ça, il faut que l'aménagement soit au rendez-vous. Et je voulais vous demander en premier lieu, Madame Soba, en votre qualité de climatologue, quelle est la place justement de la pollution de la voiture dans les émissions et dans la qualité de l'air. Alors, il y a deux questions. Il y en a une sur le climat, qui est la place en tant que gaz à effet de serre. Donc, c'est 30% en Île-de-France des gaz à effet de serre qui sont liés au transport routier. Sur la pollution, sur certains polluants comme les oxydes d'azote, c'est la moitié qui est émise par le trafic routier et de l'ordre de 15% des particules. Donc en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles dans le rapport du GIEC, on explique qu'une partie de la décarbonation, qui est l'effort notamment sur les transports, pas seulement aussi sur la production d'énergie, ça apporte des gains en santé publique rapidement par la baisse de pollution et puis par le fait que les gens sont mobiles et du coup ça lutte aussi contre la sédentarité. Donc il y a dans la décarbonation des efforts, pas seulement le passage aux véhicules électriques, mais bien évidemment aussi de report sur les transports publics, enfin les transports en commun et évidemment la marche et le vélo pour les distances courtes. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu à changer de mode de transport majoritaire, et justement Monsieur Delasteri, en ce moment vous menez notamment à Palaiseau un projet pour changer le plan de circulation de votre ville. Et qu'est-ce qui vous motive justement à porter ce projet? Bonjour à tous, merci. Alors effectivement il y a en ce moment même sur le centre-ville de Palaiseau un projet de redynamisation du centre-ville, qui est d'ailleurs moins un projet qu'on a pris par l'angle des mobilités, mais qu'un projet qu'on a plutôt pris par l'angle de l'attractivité du centre-ville. Pourquoi est-ce qu'on décide de venir en centre-ville, pour qui, et avec un choix de s'adresser à un centre-ville qui soit plus attractif pour les familles, qui soit plus attractif pour les personnes âgées, un centre-ville sur lequel en fait le piéton est au centre du centre-ville. Et au centre des aménagements qu'on fait. Et donc ça nous a pensé à repenser la place de la voiture, à repenser la place du vélo, à repenser la place du piéton, des transports en commun sur l'ensemble de ce centre-ville. Il sera un peu tôt pour vous dire où en est l'expérimentation. C'est depuis mercredi que c'est en œuvre. Et ça fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, en bien comme en mal. Et c'est très bien, c'est un projet qui fait réagir. Ça change les habitudes. Et comme tout projet qui change les habitudes, eh bien c'est complexe, parce que ça réinterroge sur des personnes qui traditionnellement venaient avec par exemple la voiture en centre-ville et demain vont peut-être continuer avec la voiture ou peut-être vont choisir un autre mode.
C'est un projet qui notamment passe par 150 mètres de piétonisation. Avec des sujets qui sont importants, hein. J'ai eu des personnes qui habitent le centre-ville, qui ne se déplacent qu'à pied, qui m'ont expliqué que la piétonisation n'était pas une bonne chose, par exemple. Donc on a alors, on a en fait tout l'éventail de réactions, mais c'est évidemment assez atypique. Mais au-delà de l'exemple un peu particulier de la ville de Palaiseau, dans le sujet que vous évoquez des différentes mobilités, de la cohabitation de ces mobilités, le sujet, en fait, je crois, qui est important et qui doit nous guider, nous décideurs publics, c'est en fait de garder deux choses en tête. La première, c'est que c'est pas du tout ou rien. On est certes issu d'une société qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, est très voituro-centrée. C'est pas exclusif, mais elle est très voituro-centrée néanmoins. On va pas, en un claquement de doigts, basculer à un mode totalement différent qui exclurait à 100% la voiture et qui permettrait à un autre mode de prendre entièrement la main là-dessus. Surtout dans des territoires comme les nôtres en Grande Couronne, qui sont sur des territoires sur lesquels on sait qu'il y a certains types de distances sur lesquels ça sera compliqué pour certains types d'usages de totalement abolir à court terme l'usage de la voiture. Donc il faut éviter, c'était que du tout ou rien, mais en général c'est le cas. Mais en général on essaie de plutôt travailler à la cohabitation. Et travailler à la cohabitation, c'est effectivement réussir à mettre loin de nous la guerre des mobilités en fait. Et la guerre des mobilités, alors ça fait un peu Star Wars quand on évoque ça comme ça, mais elle est en fait extrêmement pernicieuse. Effectivement, c'est pas que le vélo et le piéton, mais en fait on a globalement le piéton qui râle contre le vélo qui râle contre la voiture qui râle contre le bus qui bloque le passage piéton, et le bus qui râle contre le piéton. En fait, finalement, tout le monde a râlé contre tout le monde. Et la réponse française spontanée à cette guerre des mobilités, c'est la spécialisation de l'espace public. C'est l'appropriation d'une partie de l'espace public pour un mode. Et donc on va faire un trottoir où il n'y a que les piétons qui vont pouvoir être dessus, puis ensuite on va faire une voie sur laquelle il n'y aura que les vélos, puis ensuite on va faire une voie où il n'y aura que les voitures, puis ensuite on va faire une voie où il n'y aura que les bus. C'est un peu la réponse spontanée que la France fait. C'est pas forcément le cas partout dans le monde. Je reconnais certains visages, donc certains d'entre vous m'ont déjà entendu raconter cette anecdote, et je m'en excuse, mais en décembre dernier, je suis, au-delà des fonctions que j'ai localement, je suis également vice-président d'Île-de-France Mobilité, et à ce titre, je suis allé avec le GART, le groupement des autorités régulatrices de transport. On s'est déplacé en décembre en Suisse pour justement regarder comment la Suisse traite la question de l'intermodalité. On a fait un voyage d'études extrêmement intéressant là-bas. On y allait en train, évidemment. Surtout pour aller en Suisse, c'est vraiment le mode qu'ils ont probablement le plus travaillé. Mais on est allé dans la ville de Bâle. La ville de Bâle, la part modale du vélo est de 18%. En France, ça fait rêver. 18% de part modale du vélo. En Ile-de-France, aujourd'hui, on doit être à un 2,5 bien tapé, je pense. Les meilleures villes françaises n'ont pas encore dû dépasser les 10% de part modale du vélo. Donc on voit vraiment que Bâle est extrêmement en avance, et c'est pas forcément la ville de Suisse qui est la plus en avance d'ailleurs sur la question du vélo. C'est une ville où le vélo a une place classique, on va dire. Ce qui surprend quand on arrive à Bâle, c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable, en fait, ou très peu. Il y en a quelques-unes, mais elles sont extrêmement peu. Il n'y a pas de feu rouge au carrefour. Il n'y a pas de priorité bus. Le tramway ne roule pas sur une voie séparée. Le tramway roule au milieu de la voie. Et en fait, on se rend compte qu'eux ont réussi. Alors, il y a 20 ans, probablement, c'était pas le cas. Mais en 20 ans, ils ont réussi à travailler un système où, en fait, tout le monde a inconsciemment en tête une forme de hiérarchie des transports. On laisse passer le tram quoi qu'il arrive. Puis derrière le tram, en fait, évidemment, on fait attention aux bus. Derrière les bus, on fait attention au vélo. Le piéton, quand il est sur un passage piéton, devient prioritaire quoi qu'il arrive. La voiture s'insère dans tout ça. Toute la ville est en zone 30. Les carrefours sont en zone 20. Et finalement, on n'entend pas de klaxon, on n'entend pas de coups de frein, voilà, on n'entend pas d'insultes, ce qui est, quand on sort de l'Île-de-France, c'est très surprenant quand même, surtout quand on voit tous les flux qu'il y a. Et donc on voit bien que la question en fait de la guerre des mobilités, c'est certes des questions d'aménagement, mais c'est aussi des questions de comportement chez l'ensemble des usagers des mobilités. Et en fait, quand on sort d'un déplacement comme celui-là, on se dit que certes, la marche est très grande pour réussir à faire en France ce qu'eux ont réussi à faire là-bas. Puis, peut-être le tempérament français n'est pas complètement le tempérament suisse, on n'est pas si éloigné que ça non plus, mais surtout ça porte beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que dans un horizon de temps raisonnable, on peut réussir réellement à faire progresser les choses.
Et bien justement, Monsieur Thomas, merci Monsieur de la série. Monsieur Thomas, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, et à ce titre, vous portez depuis quelques années un schéma directeur cyclable qui portait l'ambition de donner vraiment une place au vélo. Donc il y a eu un plan chrono vélo, il y a vraiment des itinéraires qui ont été faits. Et il me semble que c'est depuis 5 ans que ce plan a été adopté. Où est-ce qu'on en est maintenant pour le vélo sur la communauté et quelle est la suite de ce projet? Alors, bonjour à tous. Je suis pas suisse. Hein. C'est pas tout à fait pareil la Suisse et la France, mais c'est vrai que ça laisse rêveur, t'as raison Grégoire. Où est-ce qu'on en est de notre schéma? Alors effectivement, on est arrivé à la fin du schéma précédent et on travaille depuis plus d'1 an maintenant à la création d'un nouveau schéma qu'on appelle plutôt une armature. Alors le schéma précédent, il nous a amené à une situation, on a aujourd'hui 290 km d'aménagement vélo, on a dépensé depuis 2018 à peu près 16 millions d'euros sur cette question. Et on remarque aussi, parce qu'on fait des comptages, qu'il y a, et notamment depuis le confinement, des fois le Covid a eu des bons côtés, une accélération de la pratique du vélo qui est très importante, et dans tous les comptages, on est plutôt sur plus 60%. Ce qui est quand même quelque chose de très important. Donc on part de ce schéma-là, où déjà beaucoup de choses ont été faites, mais le constat qu'on fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de discontinuités, et qu'il faut qu'on arrive à combattre ces discontinuités. Donc on a eu un mode de raisonnement qu'on a travaillé avec l'ensemble des communes, avec un comité de vélo assez important, où il y avait des représentants de chacune des communes. On a demandé d'abord à chaque commune de nous désigner un élu qui était référent du vélo. C'était une nouveauté, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc toutes les communes de notre agglomération ont dorénavant un référent élu vélo, et ça fait un peu bouger les choses. Deuxièmement, on a décidé de faire un appel d'offres groupé pour que toutes les communes de notre agglomération puissent avoir un plan vélo, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il n'y en avait que 2 qui avaient un plan vélo, 3 on va dire, qui avaient un plan vélo dans le précédente mandature. Et là, on a encouragé les communes par cet appel d'offres groupé à faire chacune leur plan vélo. Je crois qu'on est la première agglomération en France à avoir autant de communes qui font en même temps leur plan vélo. Alors, il y en a 3-4 qui n'ont pas voulu le faire, c'est leur choix, ils vont le faire plus tard, j'espère. Mais la vérité, c'est que ce qui est intéressant, c'est de le faire au même moment. C'est-à-dire que toutes les communes travaillent en même temps le plan vélo, et que nous, on travaille en même temps notre armature de plan vélo. Ça permet de tous travailler ensemble, et qu'il y ait une cohérence entre les plans vélo communaux et avec le plan vélo de l'agglo. Donc ça, c'est extrêmement important. On a d'ailleurs organisé un forum où on avait invité toutes les communes pour savoir où elles en étaient. Nous, évidemment, avec notre armature, qui fonctionne sur des axes assez simples, c'est-à-dire d'abord le vélo taf, c'est-à-dire comment on va au lycée, puis à la fac, puis au boulot, en vélo, et évidemment vers les gares aussi. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait une grosse partie importante. Au-dessus de nous, il y a la région, avec son RERV. Nous, on va faire cette armature-là, et on a décidé d'un certain nombre d'axes. Et ensuite, il y a les plans locaux. Donc l'armature, elle est assez simple. C'est un peu le système de notre système sanguin. Donc vous avez, ça marche pareil. Vous avez des artères, des veines, et ça nous permet jusqu'au plus petit réseau d'arriver à ce que tout fonctionne ensemble. C'est ça notre objectif. D'ailleurs, on n'a pas oublié non plus, et je salue d'ailleurs le maire de Saint-Jean-de-Bourgard qui n'est pas dans notre agglomération, mais qui est là depuis quelques heures ici dans cette réunion. On n'a pas oublié les communautés d'agglos voisines, on les a invitées dans ces forums parce qu'évidemment notre agglo n'est pas une île, et le fait qu'on puisse rejoindre d'autres pôles qui sont en dehors, c'est aussi extrêmement important qu'on travaille avec eux. Donc voilà où on en est. On va bientôt arrêter cette armature en bureau d'agglomération. On est quasiment prêt à le faire, et derrière on va développer ces axes-là. Alors certains sont déjà faits, on a déjà des aménagements, mais on va surtout s'attaquer aux discontinuités pour faire en sorte qu'on aille vite combler ces discontinuités. Et on a des exemples importants. Par exemple, demain à 17h30, nous allons inaugurer ensemble, cher Grégoire, la passerelle qui se trouve au-dessus de l'autoroute et qui peut relier Courtabœuf à Courtabœuf, j'ai envie de dire, c'est-à-dire Vipon
à la zone de Courtabœuf, et c'était extrêmement important parce que c'était un point noir dans les liens à vélo, et notamment pour les travailleurs qui vont à Courtabœuf, et il y en a beaucoup dans notre secteur, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on avance bien sur ces logiques-là. Très bien, merci. Et là justement, en parlant de l'échelle locale. Oui, bonjour. Alors, au cas où il y aura un doute, non, je ne suis pas Nicolas Samsui. Ce n'est pas moi. Donc je suis Hakim Soltani, donc Nicolas s'excuse, il arrive dans quelques minutes. Il sera là pour la conclusion. Donc je suis Hakim Soltani, je suis maire adjoint de la ville de Massy et je m'occupe des délégations de transport, stationnement, espace public. Je travaille avec Elisabeth Fitoto qui s'occupe de tout ce qui est transition écologique, mobilité douce ou active, selon la façon de le dire. Donc effectivement au niveau local, alors nous on essaye de faire les deux, c'est-à-dire qu'on travaille sur les infrastructures. On travaille beaucoup, on a des gros projets à plusieurs millions d'euros qui sont soutenus par l'agglomération. La rue des Génisses pour ceux qui habitent et ceux qui connaissent Massy, donc une rue départementale, une route à l'ancienne où les voitures roulent très vite et les travaux ont commencé. Donc on va y faire apaiser la circulation, faire des grands trottoirs qui vont permettre aux piétons de circuler avec plus de sécurité, et puis une belle piste alors bidirectionnelle. Alors il y a des débats, José tu m'excuseras, entre les bidirectionnels et monodirectionnels. Nous ce sera une bidirectionnelle qui permettra de desservir un collège, deux écoles primaires, le lycée, et quand je dis le collège, c'est le nouveau collège du département, le nouveau collège de la ville de Massy. On travaille aussi, là aussi encore avec l'agglo, autour de la prolongation de la coulée verte. On a beaucoup de pistes cyclables et on travaille dans ce maillage local, mais aussi comme tu le disais, l'idée est aussi de se joindre et de travailler sur l'intercommunalité, c'est-à-dire que si vous avez une belle piste cyclable qui débouche sur un truc à la fin de la ville, et puis boum, il n'y a plus rien, parce qu'on ne s'est pas mis d'accord avec le voisin, ça marche pas. Donc il faut aussi qu'il y ait des échelons supérieurs pour pouvoir avoir la fluidité sur l'ensemble des parcours. Donc ça c'est pour la partie plutôt infrastructure, je dirais. Et après il y a la partie plus soft, du changement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, incitation. Donc avec un ensemble d'actions. Alors on est en plein dedans avec Parlons Vélo, d'incitation auprès des plus jeunes, des enfants, d'aider à mettre le premier pas. On a aussi, ça a été mis en avant l'année dernière à Parlons Vélo par la directrice de l'école maternelle des Bleuets. Donc des actions autour des mamans, des actions autour des quartiers populaires. J'entendais ce matin sur la conférence, c'est comment est-ce qu'on fait passer pour... Alors, le chiffre était un peu plus ambitieux, je pense que tu as raison, on est plutôt autour de 2-3%, on disait 5%, et il y avait des objectifs qui ont été fixés, notamment pour les JO, d'atteindre plutôt 2024, 9%, 15%. Nous aussi, on croit beaucoup qu'il y a un vrai gisement auprès des quartiers populaires. Voilà, Massy, une ville avec beaucoup de quartiers populaires, et comment est-ce qu'on fait pour... On est quand même un mode de déplacement qui coûte pas cher, qui est écologique, qui permet de faire de la proximité. Et comment on fait, moi je trouve personnellement en tout cas que les personnes des quartiers populaires ne se sont pas encore assez accaparées ce mode de transport. Il a une image un peu des fois, alors je vais caricaturer, je prends le vélo moi-même aussi, je suis vélo-taffeur, donc mais je suis un peu bobo, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour concrètement inciter les quartiers populaires, comment est-ce qu'on fait pour mettre du stationnement sécurisé dans les quartiers où il n'y a pas d'endroit, vous n'avez pas un garage, donc dans les couloirs, c'est compliqué. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour développer tout ça, et pouvoir avancer aussi sur autour de ces incitations sur le civisme. C'est aussi un mot qui a été cité ce matin, effectivement, faire en sorte que chacun se respecte, que le plus faible puisse passer, quand je dis le plus faible au sens, le piéton un peu plus prioritaire que le cycliste, un peu plus prioritaire que la voiture. Donc on essaye au niveau local de travailler sur l'ensemble de ces axes pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Très bien. Et justement, en parlant d'incitation, Madame Zopa, en tant que vice-présidente au développement soutenable de l'Université de Paris-Saclay, quelle marge est-ce que vous avez pour inciter les étudiants et les étudiantes ou le personnel de l'université à se mettre au vélo? Alors on a un peu plus de levier avec le personnel puisqu'on a par exemple des forfaits mobilité
c'est plus compliqué avec les étudiants. Comme on le disait, on a aussi tout un changement culturel qui est long à faire et il faut aussi accepter ça. On ne peut pas juste l'imposer. On a aussi un campus qui est en évolution rapide, donc on a besoin de connaître les mobilités, les bassins de vie des différents étudiants. Le vélo, c'est aussi connecté à des problèmes évidemment d'habitat, comme le disait M. de Lastéry, il y a aussi une population pour qui ça peut être plus difficile simplement parce qu'ils viennent de plus loin. Et puis, donc il y a et le changement culturel et le fait d'avoir aussi des habitats disponibles à proximité. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un engouement en partie de la part du personnel et des gens dans les labos de recherche où il y a vraiment de plus en plus de gens qui se déplacent à vélo pour venir travailler. Donc il y a une envie que les choses aillent vite et c'est bien normal quand il s'agit par exemple de sécuriser le trajet, mais en même temps on a aussi des infrastructures qui peuvent mettre plus de temps à changer pour lesquelles il faut aussi bien réfléchir, comme on le disait, à l'interconnexion. On a des problèmes aussi de topographie simplement parce que les gares sont dans la vallée et une partie de nos labos ou de nos salles d'enseignement sont sur le plateau, donc c'est pas si simple que ça de tracer des voies cyclables sécurisées qui relient les gares. Donc on doit faire face à en même temps l'envie d'une partie du personnel qui ne comprend pas que ça n'aille pas forcément plus vite et en même temps le besoin d'avoir une vision à moyen terme où forcément nos campus doivent évoluer. On a des campus parfois avec beaucoup de parkings qui ne sont pas utilisés. Il y a un vrai bénéfice aussi à les désimperméabiliser et adapter nos campus au réchauffement climatique. Mais tout ça, ça prend du temps, donc on est un peu entre l'envie qu'ont les gens que ça aille vite et le besoin qu'on a de faire les choses proprement et d'accompagner. Donc on a peu de levier pour vraiment rester là tout de suite les étudiants. Après, il y a un travail aussi dont on n'a pas parlé qui est fait avec la CPS aussi, de travailler avec des opérateurs qui mettent des vélos à disposition, des vélos électriques. Donc, c'est des opérateurs privés où le modèle économique est encore à trouver, donc les interlocuteurs changent assez souvent, mais ça fait aussi partie des solutions d'avoir des vélos en libre service, plus ou moins subventionnés, mais en tout cas d'avoir ces vélos à disposition pour relier, pour avoir aussi une intermodalité, pouvoir prendre le RER, finir en vélo, ce genre de choses. Justement, là, on parle de cohabitation. Donc, on n'a pas forcément toujours construire des pistes cyclables séparées de la route. Il y a souvent un moment où il faut faire un choix entre le nombre de voies réservées à la voiture et le nombre de voies réservées au vélo. La question que je voulais vous poser, c'est quels sont les aménagements cyclables les plus pertinents? Est-ce que c'est un aménagement qui est rapide à mettre en place ou est-ce qu'un aménagement qui va sécuriser les cyclistes et pas dans le cadre où vous dites par exemple pour monter de la gare RER au plateau où on n'a pas forcément de quoi construire une nouvelle route dans les 2 prochaines années à venir. Comment est-ce qu'on arbitre en tant qu'élu cette décision? C'est nécessairement du cas par cas. Il n'y a pas de bonne ou de seule solution qui fonctionne malheureusement. Ce qui est certain, c'est que nos villes ont été conçues à une époque où il y avait d'une part pas tous les usages des mobilités actives qu'on a aujourd'hui, et d'autre part pas toutes les normes de l'espace public qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que dans nos communes, le nombre de rues où le trottoir fait parfois 70 cm, parfois 90 cm, parfois se réduit à 30, puis ensuite il y a une espèce de murette voisin qui vient nous embêter, etc. Qu'à un moment il y a un peu de stationnement voiture, puis de stationnement voiture, puis une bande roulante, puis à un moment il y a un rétrécissement et les deux voies doivent se croiser, etc. Quand on doit refaire ces voiries-là aux normes, et que les ingénieurs de nos mairies viennent nous voir en nous disant alors le trottoir c'est facile, il doit faire 1m40, ensuite si vous faites une piste cyclable c'est forcément 1m50 x 2, puis c'est votre bande de stationnement c'est ça, puis dès que vous mettez une place PMR, hop, il faut rajouter ça. En fait on dit oui d'accord vous êtes gentil, mais là une fois que j'ai mis ça bout à bout il me faut 20 mètres façade à façade, or j'ai 6,50 m au point le plus bas et 9 mètres au point le plus haut, donc comment on fait? Donc ces questions d'aménagement sur les nouveaux quartiers, évidemment, c'est assez facile parce que sur les nouveaux quartiers sont pris en compte dès la conception de ces quartiers. C'est pour ça qu'en général, ces nouveaux quartiers, on peut dire que tout est parfait dans les nouveaux quartiers, mais en général, on arrive à avoir un meilleur usage de l'espace public.
dans les anciens quartiers, le mieux étant l'ennemi du bien, on essaye de faire les choses bien. Et je salue le maire de Massy qui arrive au vélo et avec une belle veste couleur de la commune. Et donc ça c'est un sujet qui est évidemment qu'on intègre en permanence. Et donc il faut parfois innover. On l'a fait à Palaiseau il y a 4-5 ans. On a sur une grande avenue peu passante, comme on voulait à tout prix faire une piste cyclable mais qu'on devait garder la fonctionnalité bidirectionnelle de la voiture, on a installé un chaussée-doux. On était une des premières communes d'Île-de-France, pas la première, on était une des premières à mettre un chaussée-doux. Qu'est-ce que je me suis pas fait engueuler quand on a mis le chaussée-doux ? Oh là là, mais j'ai reçu des courriers. Le courrier que tous les maires on a reçu 1000 fois, qui termine par « Vous attendez quoi, monsieur le maire, qu'il y ait un mort ?» Point d'interrogation. Le courrier, on le reçoit tous, une dizaine de fois par semaine, quel que soit le sujet, d'ailleurs, c'est pas que des sujets de voirie. Ça veut pas dire qu'on les prend pas au sérieux, mais ça veut dire que c'est une formule qui est en fait très... voilà, non, on pas un mort. Mais, et de fait, il n'y a pas eu d'accident sur le chaussée depuis qu'il est là, peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, on n'en a pas eu. Et c'est vrai que ce chaussée-doux, ça a permis de mettre en œuvre de pistes cyclables. Les voitures, les premières semaines, on trouvait ça un petit peu bizarre, puis au bout d'un moment, se sont ajustés. Et ça a marché à tel point qu'il y a un an, sur des travaux de rénovation d'une autre rue, on a mis en place un chaussée-doux, parce que pareil, route trop petite pour pouvoir faire tout ce qu'on voulait. Or, il y avait quand même pas mal de vélos qui l'empruntaient, on voulait sécuriser les choses, on a mis ça en œuvre. C'est une piste, ça veut pas dire qu'il faut mettre des chaussés-doux partout. Il y a des rues où le chaussée-doux est dangereux parce que le flux de voitures qui se croisent est trop important pour pouvoir penser à un chaussée-doux, donc il faut trouver autre chose. Il y a des rues où on peut supprimer un peu de stationnement. Ça fera râler un peu les riverains, mais en fait finalement ils avaient des garages parce que c'est des rues pavillonnaires. Les garages étaient transformés entre-temps en cave ou en pièces supplémentaires. Bon, le garage retrouve son usage premier. Ça fait un peu râler pendant quelques semaines, quelques mois, mais voilà. Puis il y a d'autres rues où en fait on a des grands immeubles qui ont été construits sans parking souterrain à une époque où c'était pas forcément obligatoire. Si on supprime le stationnement de surface, en fait on fout le quartier en carafe. Et donc on ne peut pas supprimer la vente de câbles pour faire passer une voie vélo. Donc c'est vraiment ces questions qu'il faut se poser systématiquement, c'est voilà, le mieux est l'ennemi du bien, et donc qu'est-ce qu'on arrive à adapter. On le fait en général en lien avec les associations de vélo, on le fait en lien avec les riverains, et il faut vraiment essayer de chercher tous les acteurs, parce que le risque qu'on peut avoir parfois, c'est faire la réunion publique pour parler du sujet. Moi j'ai fait une réunion publique pour parler de la place du vélo dans une rue, c'est facile, j'aurai que les cyclistes qui viendront à ma réunion. Et donc je sors de la réunion avec un projet qui est 100% cycliste, plus de voitures. Je le mets en œuvre, le lendemain matin dans mon bureau, j'ai tous les autres riverains qui n'étaient pas venus à cette réunion, qui eux utilisent la voiture, qui me disent ok, je fais comment maintenant, monsieur le maire. Et donc il faut toujours faire attention, se dire est-ce que j'arrive vraiment à prendre en compte les besoins de tout le monde, et il y a les besoins actuels, et il y a la capacité qu'on va estimer les uns et les autres à comment est-ce qu'on peut faire bouger les habitudes. Et il y a évidemment des capacités d'évolution des habitudes, même si les gens me disent qu'il n'y en a pas, mais elles ne sont pas extensibles et infinies. Et donc il faut aussi qu'on jauge correctement cette capacité d'adaptation et qu'on soit capable d'ailleurs de faire les ajustements nécessaires si à un moment on est allé un peu trop loin d'un côté ou de l'autre. Non, mais je pense que Grégoire a résumé pas mal les choses. C'est-à-dire que toutes nos communes ne sont pas des villes nouvelles, on a des villes parfois anciennes, parfois tellement anciennes que la voiture n'existait pas quand ils ont fait les rues, et que c'était pour laisser passer les chevaux. Donc aujourd'hui, on me demande de tout faire dans des normes, et tout à l'heure, dans les débats précédents, j'ai entendu plusieurs interventions sur ces sujets-là. Faut pas oublier qu'on a des normes qui nous tombent dessus, et que sans ces normes, on n'a pas les financements. Je sais plus qui disait, je crois que c'est vous, monsieur, qui disait, vous avez dit deux choses. Vous avez la premièrement, les élus sont trop vieux, et comme ils sont trop vieux, ils en ont rien à foutre du vélo parce que c'est la génération de la voiture, etc. La preuve. Je vous résume, oui, la preuve, j'ai les mêmes cheveux que vous, pourtant le vélo ça m'intéresse, donc je suis pas sûr que ce soit une question d'âge. Donc ça, vous avez dit ça déjà. Et deuxièmement, ensuite, vous avez dit il n'y a aucun endroit en France où on fait une piste cyclable sans avoir au moins 3 subventionnaires, le département, la région, l'agglo, etc. C'est pas vrai. Il y a des endroits où on fait des pistes cyclables uniquement sur fonds propres de la commune, sans demander de l'argent ni à l'agglo, ni au département, ni aux régions. Donc voilà, c'est pas tout à fait vrai. Donc on a tous des idées reçues sur plein de choses, mais c'est bien qu'on échange. Je pense que c'est surtout ça qui est important.
Parce que j'ai entendu aussi dans les débats précédents c'était la fête des élus hein, avant qu'on fasse cette tribune où on est 4 élus, vous êtes élus de l'université, 3 j'ai entendu pas mal de choses sur les élus qui étaient assez intéressantes, n'est-ce pas, Madame de France Nature Environnement, qui nous a expliqué aussi que tous les élus de Lyon étaient tous des blaireaux, sauf les nouveaux qui maintenant ont fait la révolution et que c'est formidable, ils ont vélo partout dans Lyon. Voilà, je pense que c'est pas tout à fait la vraie vie non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a les élus qu'on mérite, hein, donc c'est vous qui votez, je vous rappelle. Donc voilà, il faut aussi arriver à se parler et à trouver des solutions. Et souvent, les solutions, Grégoire l'a bien dit, c'est aussi dégérer le moins d'emmerdement possible pour les gens. Nous, on n'est pas là pour provoquer des conflits. On est là pour faire en sorte que ce soit apaisé, et que ce soit apaisé entre les citoyens, et on en a besoin dans notre pays en ce moment, je pense, et que ce soit apaisé aussi entre les usages. Donc, aller faire toute la guerre aux voitures, toute la guerre aux piétons, toute la guerre aux vélos, c'est une mauvaise idée. La bonne idée, c'est d'arriver à trouver des solutions et elles sont adaptables à chaque situation. Et une rue n'est pas équivalente à une autre rue. On a des endroits où, évidemment, oui, il faut laisser des stationnements dans la rue parce que sinon, il n'y a pas de solution pour les gens et il faut aussi le prendre en compte. Et il y a d'autres endroits où c'est possible qu'ils gardent leur voiture ailleurs, y compris chez eux parce qu'ils font pas l'effort, comme Grégoire le disait, de le rentrer dans leur garage qui souvent sert à autre chose. Ils peuvent replier leur table de ping-pong et rentrer leur voiture. Et du coup, pour le coup, on peut laisser passer davantage de vélos et faire une vraie piste cyclable plutôt que de trouver des adaptations. Mais il faut vraiment qu'on soit dans la souplesse et dans l'adaptation. Or, ça n'est pas toujours simple. Parce que parfois, la région dit « je vous subventionne si ça fait telle largeur. Si ça fait pas telle largeur, je vous subventionnerai pas. » Le CEREMA nous dit « c'est ça la norme, et si vous êtes à 10 cm près, voilà. » Alors j'ai entendu le représentant du CEREMA tout à l'heure, qui m'écoute pas, il est en train de discuter avec Juliana. Il disait « si c'est à 10 cm près, on va pas vous chercher noise. » Je l'ai entendu, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc je peux... 5, vous avez entendu, hein, j'ai bien entendu ce qu'il disait. 4,90, j'ai noté 4,90, donc on va le faire. Donc c'est important de se dire qu'on a besoin de souplesse et de se parler et que tout le monde soit un peu souple. Les élus ont besoin parfois de souplesse parce qu'il nous arrive d'être rugueux aussi, mais les associations, et on rencontre beaucoup les associations, notamment MDB, ils ont aussi besoin de souplesse de temps en temps et de faire en sorte qu'on arrive à trouver des terrains d'entente et que oui, si ça fait 2,90, c'est quand même moins bien que 3 mètres, mais c'est quand même mieux que 2,50 m. Et en parlant de souplesse et d'adaptation, j'avais une question pour vous, M. Samson. Où depuis le coronavirus, il y a des coronapistes qui ont été développées à Massy et qui sont notamment des coronapistes qui ont été faites sur la chaussée. Et donc en prenant de la place pour les voitures. Et donc 2 ans après, 2 ou 3 ans même maintenant après ce développement des coronapistes, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite? D'abord, 1000 excuses pour mon retard. Ça va aller dans la suite de ce qu'ont dit Grégoire et Olivier. L'un des intérêts des coronapistes, c'est qu'on a appris. Et typiquement là-dessus, on a aussi essayé de ne pas avoir l'esprit de système. Sur les coronapistes qu'on a fait à Massy, je dirais qu'il y a eu 4 situations. Il y a eu celle, alors je vais citer les Massénates, celle où c'était évident, c'était facile, il y a eu l'IND, pas de problème, on a continué. Celle où on s'est fait un peu engueuler, bon, enfin globalement ça posait pas de problème, avenue de l'Europe, on les a gardés. Celle où on s'est fait pas mal engueuler et où on a flotté, genre le pont entre le Mandela et la mairie, et où il a fallu toute la pression de MDB et des autres pour que le maire qui était flottant et qui était éventuellement prêt à la faire péter, et puis que les élus, les adjoints, Hakim, disent bon, et finalement on l'a gardé quand même. Mais je vous dis pas qu'on n'a pas tremblé. Et puis il y a eu celle où, sur l'avenue Bache, en gros, on avait des embouteillages jusqu'à Palaiseau. Et où c'était juste impossible. Et ben là, on l'a fait péter. Et je pense que c'est important d'être comme ça. Dans tous ces trucs-là, je crois qu'on est d'accord sur un sujet. C'est que on ne fera pas changer les habitudes sans un peu de contrainte.
Donc assumer la contrainte, je pense qu'on est prêt à la faire. La question, c'est qu'il y a un moment de curseur. Moi, je l'ai formulé avec l'idée de la contrainte raisonnable, alors ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et j'ai une petite formule que je sers au Massicois à chaque fois, au Massicois plutôt automobiliste, c'est en gros, si je vous fais perdre 3 ou 4 minutes, ben écoutez, je suis désolé, mais je pense que c'est nécessaire, donc j'assume. Si je vous fais perdre 20 minutes et que je vous pourris la vie, on a un problème, vous venez m'en parler, on trouve une solution. Et je pense, et ça va dans le sens de ce que disaient Grégoire et Olivier, je pense que tout ça permet qu'on ait une transition qui soit à la fois ambitieuse et acceptable. Parce que le moment où on aura braqué tout le monde, on n'aura rien gagné. Et assumer le fait qu'on peut, oui, on peut embêter, et oui, on peut gêner un peu, mais que ça doit rester raisonnablement proportionné, me paraît une assez bonne manière de faire. Et j'en rajoute par ailleurs sur la question des normes, parce que, vous savez, c'est un dada, chaque année je le dis, je pense qu'aujourd'hui le CEREMA est le principal adversaire du développement du vélo en France. Je me fais des copains, je sais, mais à chaque fois je le dis, donc je le dis un peu plus fort. Non, mais aujourd'hui, alors, évidemment, et je force le trait et je taquine, et c'est évident, on a besoin de règles, de référentiels, de normes, d'avancées, et c'est très bien. Le truc, c'est que le moment où, d'une part, ça devient... Alors, le moment le pire, c'est quand ça devient une question de respect et d'écoute. Pourquoi est-ce que je veux 5 mètres? Pas parce que c'est utile, mais parce que vous comprenez, il n'y a pas de raison que le cycliste soit moins respecté que la bagnole. Alors ça, c'est le moment où je pense qu'on est entré au maximum des trucs qui servent à rien et qui sont contre-productifs. Ça, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. C'est pas une question de respect. Hein. C'est une question d'essayer de faire avancer les choses. Et après, il y a des endroits où, quand c'est possible, c'est bien d'être ambitieux et on essaye de l'être à chaque fois. Puis il y a des endroits où ça passe pas. Et si on est trop exigeant sur la norme, à la fin, il y a des projets qu'on fait juste pas. Et c'est juste con. Toute la force du vélo, c'est d'être aussi quelque chose qui est souple, adaptable, facile, intelligent. Donc s'il y a un moment, il y a 50 mètres où ça passe pas, si on s'interdit de faire des projets parce qu'il y a 50 mètres où ça passe pas, on est con. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on essaye, voilà, de prendre les choses de manière positive, et y compris, parce que quand je dis les trucs où c'est pas possible, peut-être qu'un jour, je prends les exemples de stationnement que donnait Grégoire et Olivier, peut-être qu'un jour, la suppression du stationnement, qui aujourd'hui est pas possible, peut-être que dans 4-5 ans, elle sera possible. Mais justement, si on a accepté de faire l'essentiel et puis de faire un compromis à un endroit, ben peut-être qu'on pourra y revenir un peu plus tard. Si dès le début, on a voulu faire tout d'un bout en bout, juste on va pas le faire, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, faisons-en, peut-être je terminais là-dessus, faisons du vélo un truc joyeux. Il y a des moments, quand on discute avec le vélo, j'ai commencé mon métier, j'ai commencé à travailler en direction départementale de l'équipement. Alors là, c'est le moment où il y a un cycliste qui dit « Waouh, un routier, quelle horreur !» De temps en temps, quand j'entends le CEREMA, j'ai l'impression d'entendre les mecs qui bossaient dans les DDE il y a 40 ans en termes d'ouverture d'esprit. Je pense que c'est hyper important qu'on raisonne pas comme ça, mais qu'on dise que le vélo c'est une fête, c'est une transition joyeuse, c'est une transition enthousiasmante, c'est un truc qu'on va pouvoir faire. Ouais, il est habillé pour l'hiver, pardon, hein, c'est pour taquiner. Chacun son tour. Voilà, exactement, c'est pour la défense, là c'est le corporatisme des élus. Hein. Voilà, faisons du vélo et de la transition, de la vélorussion, comme on dit, faisons-en une fête et un truc joyeux, c'est le meilleur moyen d'être efficace. Merci, ça me donne envie de poser une question un peu provocatrice pour les vélos ou les piétons. C'est faut-il les itinéraires à haute qualité de service, donc avec un balisage, avec un itinéraire qui est continu et qui est direct, sont-ils réservés aux personnes motorisées? Non. Franchement, Non. non. 2, je crois que le moment où j'évoquais le fait des questions qui font vraiment qu'on part en vrille, c'est à peu près ce genre de questions que je soulevais. Je suis resté poli. Non mais ça, on en fait une question de principe et de respect. Et honnêtement, je veux dire, pratiquement, techniquement, se dire qu'il y a besoin de normes plus rigoureuses pour un machin qui pèse 1 tonne, qui va potentiellement à 50, qui peut tuer des gens, que pour un truc qui va quand même plutôt un peu moins vite, qui pèse, alors si c'est moi plutôt 120 kg, si c'est d'autres 35, avec le vélo, le vélo pèse très lourd, qui fait, dans un cas, qui fait, je sais pas, 1m80 de large, et dans l'autre cas, qui fait, encore même moins, pas si large que ça, c'est juste pratique, c'est pas une question de principe, c'est pas une question d'être réservé, c'est pas une question de respect. Et
Si on prend la question comme ça, on la prend à l'envers. La question, c'est au contraire, comment est-ce qu'on arrive à montrer que le vélo, c'est vachement plus intelligent, vachement plus malin que la bagnole, parce que ça se faufile et que ça n'a pas besoin, parce que c'est plus intelligent en gros, je vais le dire comme ça, comme une bagnole, c'est très con, ça a besoin d'un truc validé de bout en bout, et comme un vélo, c'est intelligent, ça a besoin d'un truc bien aux normes, mais c'est capable d'être plus souple et plus habile. Moi, j'ajoute à cette question qu'il faut arrêter, quand on parle de politique vélo, de se positionner uniquement par rapport à la voiture. Parce que même culturellement, ça veut dire qu'on reproduit. Et on reproduit un schéma qui n'a pas toujours bien marché. Tous les problèmes qu'on a de voiture aujourd'hui, et chaque fois qu'on crée une route, aujourd'hui on crée un embouteillage. On va éviter, en développant le vélo, de faire les conneries qu'ont fait nos prédécesseurs avec les voitures. Donc il faut arrêter de se positionner uniquement par rapport à la voiture. Je reprends un exemple, et j'ai déjà eu la discussion avec José, que je vois en face de moi, sur le RERV. Je pense que quand on a sur le réseau de RERV, qui est un réseau en étoile qui va vers Paris, sérieusement, on aurait pu imaginer autre chose que de faire ce qu'ont fait nos arrière-grands-pères sur le train, puis les voies romaines avant, etc. Et là, on reproduit la même chose d'un truc en étoile qui va vers Paris. Alors qu'en réalité, à part José, qui évidemment fait des centaines et des milliers de kilomètres, des gens qui vont aller de Massy jusqu'à Cergy-Pontoise en vélo, il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc si on avait raisonné en RERV plutôt en plusieurs cercles concentriques autour des grosses zones d'emploi de l'Île-de-France, plutôt qu'en étoile pour aller vers Paris, je pense que ça serait plus utile. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a copié le schéma et de la voiture et du RER. On l'appelait RERV en disant oui, le RER ça marche bien, on va faire pareil. Mais le RER ça marche pas bien. C'est ça le vrai sujet. Et peut-être qu'on aurait dû penser autrement. Donc il faut arrêter de penser comme si on pensait comme on avait pensé avec les voitures. Donc arrêtons ces comparaisons avec les bagnoles. Je disais juste que ça ne s'appelle plus du coup le RERV. C'était le mot du projet, maintenant ça s'appelle le VIF. On n'a pas entendu. C'est le VIF ou le VIF ? Le VIF. Ça ne s'appelle plus le RERV, ça s'appelle le VIF. C'est ce qui s'appelait avant le RER vélo. VIF, ça veut dire Vélo Île-de-France. Oui, c'est le express. Je vous propose de passer aux questions dans le public, si vous avez des réactions sur ce qui a été dit ou des questions. Bonjour, c'est une demande pour les élus. En fait, je m'aperçois que quand il y a des travaux, en général, on met l'installation de chantier sur la piste cyclable ou sur la voie cyclable. Très souvent, j'en ai vu à Massy, mais il y a eu une chose très bien à Massy, c'est parce que les travaux sont très longs. Donc ça a été bien fait, mais il y a des endroits où... Et puis je ne parle pas que de Massy. Voilà, donc quand il y a des travaux, il y a toujours une demande auprès de la mairie. Donc si vous pouviez avoir un peu d'attention pour que ce ne soit pas la bande ou la piste cyclable qui soit condamnée pour une installation de chantier, ce serait très bien. Merci. C'est pas une question. Il y a changement de vie. On note la remarque, mais elle n'apporte pas nécessairement de réponse, je pense. On est évidemment d'accord sur ce point. J'avais une question, c'est Raphaël de la FUB. Vous avez parlé des normes ou référentiels, on l'appelle comme on veut, qui sont importantes pour la qualité des aménagements cyclables. Ce qui est aussi important pour la qualité des aménagements cyclables, c'est aussi la compétence des techniciens, des bureaux d'études, etc. qui feront ces aménagements, et la compétence de ceux qui instruiront les dossiers de subvention derrière, tout ça. Et du coup, ma question, les élus seront évidemment invités à y répondre, mais aussi sur la place de l'université, la formation initiale, dans ce changement de paradigme-là, pour former des personnes qui comprennent les enjeux systémiques du vélo, évidemment la compétence technique d'ingénieur routier, qui sera peut-être un peu moins routier, mais toujours aussi ingénieur, mais la compétence de compréhension systémique de tous ces enjeux-là. Alors effectivement, c'est pas délié en fait de la question qu'on a eue avant sur l'emplacement des travaux, où en fait c'est aussi un
problèmes de culture, de gens qui sont pas forcément formés et qui pensent pas vélo et qui juste font le choix le plus simple. Il y a toute une évolution effectivement des formations, des métiers, avec maintenant une obligation d'une part à former tous les étudiants qui sont en deuxième année à l'université, en tout cas la première et troisième année, avec un socle commun vraiment sur les enjeux de climat, de biodiversité, avoir une compréhension systémique des problèmes et des solutions, et bien comprendre aussi les antagonismes qu'il peut y avoir dans les solutions, les problèmes éventuellement aussi plus sociologiques dont on a pu discuter aussi d'opposition des gens ou la nécessité d'inclure les gens dans les discussions. Donc tout ça, ça fait maintenant partie des formations du point de vue socle initial. Et après, il y a tout un enjeu de faire évoluer l'ensemble des formations, depuis les gens qui sont formés sur le BTP, sur la chimie, sur tous les métiers auxquels forme l'université, et puis aussi les chercheurs à des pratiques moins impactantes. Ça, c'est quelque chose aussi qui prend un petit peu de temps de faire cette révolution culturelle et intellectuelle, mais c'est un gros axe de travail avec une forte poussée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc c'est vraiment uniforme en France, cette avancée sur laquelle, sur l'aspect socle initial, on est assez en avance à Paris-Saclay. Sur faire évoluer les disciplines, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on retrouve les mêmes réticences culturelles dans les disciplines que dans la collectivité de manière générale. Donc ça demande pas mal de dialogue, mais ça avance. Et si je peux ajouter un point au-delà, il y a évidemment la question de la formation initiale, il y a aussi la question des ingénieurs qui sont déjà en poste, en fait, sur comment on les forme. Alors on peut évidemment les former, et ça existe, et ils le font. Et il y a beaucoup de formations continues auxquelles ils cherchent à participer. Il faut aussi qu'eux-mêmes soient usagers. Et moi j'avais repéré ça notamment au service technique à Palaiseau, que chez les services techniques, en fait, ils étaient tous en voiture ou en camion. Enfin, il n'y en avait personne qui était en deux roues, jamais. Et donc évidemment, quand le maire disait qu'il faut faire des aménagements cyclables, bon, c'était la danseuse du maire, quoi. Donc on en faisait un peu, mais en fait, au fond, on les faisait parce qu'il fallait les faire, sans vraiment se mettre dans la peau de l'usager. Et donc on leur a acheté quelques vélos de fonction, quelques vélos de service qui sont maintenant systématiquement CTM et qui peuvent prendre, et qu'on leur incite à prendre, parce qu'on renouvelle aussi un peu moins vite le parc de véhicules thermiques. Il y en a toujours, mais il y en a nettement moins qu'avant au CTM. Donc ils prennent parfois les vélos dans la commune pour aller d'un point A à un point B, pour aller à un rendez-vous, pour aller rencontrer une directrice d'école qui a un sujet ou je sais pas quoi. Mais l'avantage de ça, c'est que ils se retrouvent eux-mêmes cyclistes à passer sur les aménagements qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire, et donc il y a peut-être une attention et une sensibilisation plus forte quand on arrive aussi à ce que nos ingénieurs et nos techniciens soient aussi derrière le guidon. Et j'ajoute qu'à l'Aglo, on a fait une formation aussi pour les services techniques des communes sur les aménagements vélo, la façon dont on va penser ces choses-là. Et que l'Aglo aussi est force de formation auprès des agents des communes. Il y en a qui ont dû sécher. Abel Guillen, je suis un militant associatif cycliste depuis des années, et je voudrais réagir au tir groupé des élus, que je trouve très sain, parce que moi, dans les milieux associatifs, j'ai toujours été énervé par des critiques des élus, du genre un peu « il n'y a qu'à Faucon, c'est facile », tout ça. Et vous l'avez bien dit, retuez-vous, monsieur Thomas, avec un peu de vigueur. Et je connais un certain nombre d'élus, de bords d'ailleurs très différents, qui depuis des années évoluent, écoutent, réfléchissent et sont obligés de prendre des décisions, alors que nous, militants associatifs, il suffit qu'on dise il n'y a qu'à Faucon, on va le faire. Et le summum de ça, c'est certains qui disent il manque de courage politique. Alors que c'est simplement que c'est difficile et que vous avez à faire des choix. Et donc je voudrais saluer l'ensemble des élus, encore une fois je le redis, de tous les bords politiques, et qui en particulier depuis 2020 ont tous énormément évolué, le discours a évolué, et de temps en temps c'est vrai que moi qui suis là-dedans depuis longtemps, je suis un peu étonné par des militants plus récents qui réagissent par rapport à des situations que nous on a effectivement connues, où effectivement
le vélo était vraiment la 37e roue du carrosse et qui ne s'aperçoivent pas qu'aujourd'hui ça a changé et que on n'est plus tout... Alors on n'est pas tout à fait à égalité des fois, hein, mais on est considéré quand même, et par beaucoup d'élus, comme un mode de déplacement qui existe, alors qu'il y a un temps où il n'existait pas du tout. Puisqu'on en a échangé puisqu'on en a échangé des amabilités, je veux aussi dire, non mais d'abord on les prend parce que comme on se fait souvent engueuler quand il y a des amabilités, moi je trouve que c'est toujours sympa. Vraiment, il faut le redire symétriquement, le rôle des associations est vraiment hyper important. Il est hyper important à deux titres. Il est important comme expertise d'usage, d'abord, parce que il y a un vrai savoir-faire dans les associations de vélo, et justement qui n'est pas que technique, mais qui est pratique, vécu, etc. Et c'est vachement important. Et puis, tout à fait, une veille terrain, un signalement. Et puis, je le citais en exemple tout à l'heure, et puis il y a un moment, on est aussi dans la vie politique. Le fait d'avoir un peu de pression, ça nous aide aussi. Alors, de temps en temps, c'est un peu désagréable, mais typiquement, je garde l'exemple de la deuxième voie le long de la mairie. Je pense que sans les pressions des associations vélo de Massy, j'aurais peut-être canné et je pense que j'aurais eu tort, rétrospectivement. Donc, voilà, tout ça est positif et chacun est à sa place, mais il y a besoin de tout le monde. Alors, la deuxième voie dont vous parlez, elle est super, et il n'y a pas que les Massicouais qui en profitent, les voisins aussi la trouvent très bien. On vous remercie de... Comment ? Je vous rappelle votre engagement. Moi, ce que je voulais dire, on a parlé des plans vélo là qui sont mis en place, c'est nouveau et c'est super. Il y a aussi d'autres outils plus anciens qui peuvent se mettre au service du vélo. Et par exemple, un des exemples, c'est le PLU. Finalement, vous les élus, enfin plutôt vos services, vous êtes souvent les derniers garants de l'application des lois. Les lois, elles ont beaucoup évolué, par exemple sur le stationnement, en particulier des vélos. Et du coup, c'est souvent vos services qui vont faire que dans la vraie vie, ces lois elles vont être respectées ou pas. Et pour donner un exemple, là, Monsieur Delastérier a dû partir, mais à Palaiseau, on a travaillé avec le service de l'urbanisme parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des écoles nouvellement installées sur le plateau qui avaient des parkings vélos qui avaient été validés et en fait qui n'étaient pas aux normes, mais des fois techniquement c'est difficile de voir si un parking vélo convient ou pas. Ceux-là par exemple ils étaient à 2 étages sûrement hors de prix, on ne pouvait pas attacher le cadre. Donc voilà, loupé. Et du coup, c'est important, on a parlé plusieurs fois de problèmes de compétences ou d'acculturation des services techniques, mais c'est aussi vrai sur des postes plus administratifs. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut travailler, association et mairie, et c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours. Donc la loi, elle évolue très vite, et les agents ont des fois du mal à suivre parce que ça leur parle pas forcément. Donc de pouvoir faire ce travail-là, d'aller voir ensemble des installations, de pouvoir se dire ça c'est bien pour ça c'est moins bien, et de pouvoir contrôler quand vous faites les visites de conformité, de pouvoir avoir cet œil-là. C'est important. Les villes qui ont la chance de remettre au bout du jour leur PLU, là, elles vont pouvoir intégrer les nouvelles normes. Nous, à Palaiseau, c'est déjà fait. Donc, c'est fait sur l'ancienne loi, donc on devra attendre la prochaine mouture de Palaiseau. Mais c'est important de suivre et puis d'acculturer pas que vos techniciens, mais aussi d'autres métiers. Allez. Ouais, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est important. Il y a des choses qui évoluent. Alors, on ne peut pas non plus refaire un PLU tous les 3 mois, parce que c'est un peu long, fastidieux, etc. Néanmoins, au fur et à mesure qu'on refait les PLU, c'est important d'intégrer ces questions dans les PLU, parce que même si c'est la loi, ou parfois un aspect réglementaire qui décline de la loi, le réaffirmer dans le PLU, c'est réaffirmer une volonté politique. Et je pense que c'est très important de le faire, de le marquer, d'ailleurs pas forcément en faisant un copier-coller de la loi, mais parfois en l'exprimant clairement dans un règlement, dans une volonté, et que ça nous permet, nous, d'avoir aussi des outils
pour aller discuter avec des aménageurs, des promoteurs ou même des particuliers qui auraient oublié cette question. Et je pense que c'est important qu'on avance là-dessus. Vous avez raison. On devrait aussi, d'ailleurs on va en faire, ça me donne l'idée d'en faire. Je vois Juliana qui m'écoute attentivement. Donc on va aussi proposer à l'Agglo une formation au service urbanisme de nos communes sur ces questions pour qu'on puisse intégrer tout ça dans tous les PLU des communes au fur et à mesure qu'ils sont révisés. C'est-à-dire que provoquer une révision que sur ce sujet-là, je suis pas sûr que tout le monde le veuille, mais en revanche, comme on a des révisions plus ou moins simplifiées régulièrement, c'est tout à fait possible de pouvoir l'intégrer et je pense que ça va dans le bon sens. Un point spécifiquement, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Olivier, un point spécifiquement sur la question du stationnement. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des trucs où on n'y arrive pas encore bien, et alors c'est, je pense, encore plus vrai dans une commune comme Massy, plus qu'à Marcoussis, qui est une ville, Massy, qui est principalement faite d'immeubles, c'est la question du stationnement chez soi. Le stationnement près des gares, stationnement en ville, on a des progrès à faire, mais allez, on y arrive, on sait comment faire. Maintenant, il faut qu'on déploie, il faut qu'on avance. Le stationnement dans les immeubles, pour moi, c'est aujourd'hui l'un des principaux facteurs limitants dans une ville comme Massy pour le développement du vélo. Et là, plus qu'une question de PLU, c'est une question de transformation de l'existant. Par exemple, aujourd'hui, dans toutes les réhab des immeubles, en particulier des immeubles de logements sociaux, c'est encore plus compliqué dans les copros. Mais dans les immeubles de logements sociaux où il y a un bailleur, on essaye de travailler sur un sujet qui est une espèce de mélange de différents sujets. Il y a les questions retour ménagères, les questions d'accès, les questions de vélo. En fait, on sort beaucoup de locaux retour ménagères pour mettre des conteneurs en terrain, ce qui permet de libérer de la place pour faire des locaux vélo à l'intérieur. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Je pense que c'est un sujet, alors typiquement des trucs ou des expériences réussies, ou les petites clés qui font qu'en termes d'usage, ça marche bien ou ça marche pas bien. On voit par exemple, il y en a juste ici, pas mal de lieux où ils font des locaux vélos qui sont complètement visibles depuis la rue, y compris vitrés, parce que ça crée... Je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, mais en tout cas, les bonnes idées sur la manière d'amener du stationnement vélo résidentiel dans des immeubles existants, pour moi, c'est bien un truc qui m'intéresse, c'est ce truc-là. Tiens, ça pourrait être une bonne piste pour le CEREMA plutôt que de me faire des normes. Il y a des subventions qui sont souvent pas connues. Pardon ? Il y a des subventions importantes pour les copros et souvent qui ne sont pas connues, qui pourraient être mises en avant par les... Mais que ça soit voté quand même. Mais ça, le sujet, c'est exactement comme pour les problèmes de rénovation thermique. Oui. Pour les copros, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est la maîtrise d'œuvre, le savoir-faire, l'organisation de la gestion. Ah, je dis pas que l'argent peut pas être un problème à un moment, mais c'est vraiment pas le problème central. Et alors typiquement, quand on a des réhabilitations chez les bailleurs sociaux, c'est pas un problème majeur. On fait une réhabilitation, ça se gère. Le truc, c'est vraiment le savoir-faire. Comment, dans un truc contraint parce qu'existant, comment est-ce qu'on trouve les bonnes solutions? C'est aujourd'hui, moi je pense qu'à Massy, pour faire un cap supplémentaire sur le vélo, c'est mon principal obstacle. Mais justement, ces programmes-là, ils proposent en plus du financement une vraie des gens qui viennent et qui se proposent un projet. Et bien on va regarder. Regardez, dès que vous avez déménagé à Massy. Oui, alors justement, moi je remarque que qu'un des grands problèmes des aménagements cyclables aujourd'hui, c'est le bureau et l'ordinateur. Je veux dire par là que de très nombreuses conceptions sont faites en fait sur les plans directement, les plans d'exécution finalement, sans regard réel sur les pratiques réelles du terrain réel. Alors, tout ça m'a donné quelques idées assez rigolotes. Enfin, l'une est rigolote, c'est que à une époque, je concevais moi-même des pistes cyclables et le département des Hauts-de-Seine m'avait commandé un petit bout avec un tourne à gauche compliqué, machin, tout. J'avais fait un projet, mais ils avaient aussi demandé au département, chez eux, de faire un projet. Donc on se retrouve avec deux projets concurrents. Le type du département me dit comment on fait madame, machin tout. Je dis écoutez c'est très simple, on va venir tous les deux tester l'aménagement ensemble et on va en discuter. Hein? Alors il faut que je vienne avec un vélo, démerdez-vous, faites ce que vous voulez, mais venez bon.
je saute et je lui dis, écoutez, cher monsieur, nous allons d'abord tester votre aménagement, ensuite on verra le mien. Alors allez-y, je vous en prie. Donc il teste son aménagement. Il a été mort de peur. Et ça a été réglé. C'est le mien qui l'a emporté sans qu'on le teste, même c'était plus la peine. Bon, mais ça c'était une histoire assez rigolote. Mais cette histoire-là de tester les aménagements m'a donné une autre idée avec le temps. C'est que, alors c'est un peu un gag ce que je vais dire, mais quand même, c'est que, est-ce qu'on ne devrait pas décider qu'on ne reçoit pas, au sens architectural, hein, un chantier, etc., est-ce qu'on n'accepte pas la fin d'un chantier avant que son concepteur et l'entreprise, peut-être, enfin avoir, son responsable technique en tout cas, le test, non pas devant la foule en délire, bien sûr, mais devant les élus ou dans une petite équipe, quoi, en tout cas, mais le test en vrai. Alors c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose, parce que bien souvent, les plans même, c'est pas correct de lire les plans en plus, hein, donc on peut se tromper un peu sur les plans, et puis les entreprises par derrière, quelquefois elles prennent des initiatives qui sont parfois bonnes, d'ailleurs au bout du compte, mais parfois pas. C'est bien que ça, c'est pas leur métier non plus, alors c'est un peu risqué. Et troisièmement, idée toujours dans la suite, je trouve que ça serait vachement bien, là je suis à Paris, mais c'est évidemment transposable, moi je suis à Paris, hein, mais c'est évidemment transposable, c'est que quand un chantier est terminé, que l'on l'a déclaré fini, etc., eh ben, on se fasse une visite technique pédagogique ensemble, sans s'humilier mutuellement, sans public évidemment, pour se voir ensemble tous les trucs qui ont été un peu loupés, les détails, c'est souvent les détails, ou des trucs de dernière heure et autres, de façon à se mettre à convenir ensemble qu'il y a eu une erreur, qu'on la regrette, qu'on ne va pas refaire pour autant, mais qu'on ne va pas la refaire sur le prochain chantier, quelque chose comme ça. Enfin, donc, en tout cas, croiser le concret avec l'ordinateur, pour résumer. Merci, d'accord. Je vous pose une dernière question. Oui, vous avez une réponse. Mais il y a aussi une question là. Moi, c'est une réponse. Une question. Oui. Une réponse. Très rapidement, c'est Monsieur le maire adjoint qui l'a posé en premier. Monsieur le maire a reposé grosso modo la même question. Il y a un programme de certificat d'économie d'énergie qui finance la réalisation des stationnements dans les logements sociaux, qui est accompagné de l'éducation des personnes qui vont bénéficier de ces stationnements. Et comme c'est limité à 3 ans, les programmes de certificat d'économie d'énergie, et qu'il est déjà à sa version 2 et qu'il est déjà commencé depuis un petit moment et que ça prend du temps ce type de projet. J'ai vu qu'il y avait une brochure sur le stand de la FUB et en plus il y a de la capitalisation. La question que vous avez posée, c'est que justement, puisque c'est la deuxième série donc le programme Alvéole, c'est la deuxième série, il y a une capitalisation des réalisations qui ont été faites dans les logements sociaux, parce que comme vous l'avez dit, en fonction de la surface disponible ou pas, on fait dedans, on fait dehors, et ces retours-là, ils sont déjà capitalisés. C'est tout. Eh ben, super. Merci. Catherine, tu veux ça? Oui, tout à l'heure, Grégoire de l'Astérine indique qu'en ville, c'était compliqué parce qu'il fallait faire avec l'existant. Le plateau de Saclay, vous êtes parti d'une feuille blanche. Et bon, c'est voilà. Il n'y a pas de représentant de l'EPAPS. Oui, enfin, c'est pas que les PAPS, hein, les élus aussi ont leur mot à dire pour attendez, j'ai pas détaillé. C'est pas tout à fait vrai, hein, c'est une bataille permanente de notre part. Oui, mais dans les deux sens. Enfin, et du coup, on voit avant les étudiants qui allaient à Polytechnique qui montaient par l'escalier, là, il y en a quelques-uns qui le font, peut-être moins. Alors, je ne sais pas s'ils sont devenus feignants. Et tout à l'heure, madame a parlé des liaisons plateau-vallée, là, qui c'est assez compliqué. Une partie de la fac qui est en bas, la partie qui est en haut. Donc ça, le sujet plateau-vallée, c'est les élus. Et ma question, finalement, c'est ce nouveau campus, là, cette Silicon Valley, a fait 7 km de long, 2 km de large. Parfait pour la marche à pied, parfait pour le vélo, même on peut tout faire à pied. Alors ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on ne voit pas plus de gens à pied et plus de gens à vélo sur ce campus? Allez, parfait. Salut, papa. Parce qu'on y a laissé trop de bagnoles. Non, mais je dis ça en fait. On a des discussions et c'est jamais simple ces trucs-là.
Je pense, et j'allais dire je suis la conseiller départementale, Olivier aussi, mais on ne siège pas tout à fait sur les mêmes pans au département. Mais bon. Je suis pas sûr que, par exemple, l'aménagement qu'on a fait sur le CRIS de Saclay soit absolument un exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, je pense, et je pense qu'on en est conscient, comme quoi on apprend. Non mais, de fait, je pense que le vélo, le plateau a été trop pensé comme devant être desservi par la voiture. Je pense que si on faisait, et après c'est un sujet de chamaillerie avec certains écolos, mais si on disait plutôt que le plateau, un tandem, ligne 18 vélo, c'est vachement mieux que le tout bagnole, et que moi je préférerais avoir des écolos qui luttent contre l'aménagement, ce qu'on a fait sur le CRIS de Saclay, plutôt que contre les transports en commun, je trouve que ce serait marrant. Mais vous avez vu, j'aime bien mettre de l'ambiance. Mais bon, non mais cela très sérieusement, je pense qu'on a, et je pense que tu le soulèves très bien, la question qui est compliquée sur le plateau de Saclay. Après, c'est vraiment le job de l'EPAPS, et alors franchement, on ne nous demande pas notre avis. Peut-être à Grégoire, comme maire de Palaiseau, un peu, et encore, je ne veux pas le défendre en son absence, mais un petit peu quand même, mais pas tant que ça. À nous, alors vraiment pas du tout. Je pense qu'on a une question compliquée de l'échelle sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire que 7 km fois 2 km, c'est comme tu dis, c'est à la fois pas très loin, c'est quand même pas de l'immédiate proximité, c'est-à-dire que quand même à pied, c'est quand même ça se fait pas comme ça, c'est pas naturel. Et je pense que dans la manière dont a été pensé l'aménagement du plateau de Saclay, cette question des échelles intermédiaires entre du truc qui va vite, et là je vais mettre le métro et la bagnole dans le même paquet, et des choses qui sont bien fichues pour faire 1 ou 2 kilomètres, que ce soit la marche à pied ou le vélo, etc. Je pense que ça n'a pas été bien pensé à l'époque. Donc maintenant, comment est-ce qu'on retravaille là-dessus? C'est pas simple, mais bon. En revanche, sur la détermination à faire des liaisons plateau-vallée, on a, et on le sait avec Grégoire et avec Olivier, un gros sujet à traiter, c'est-à-dire qu'on devrait normalement réussir à démerder la coulée verte. Je croise les doigts, je pense qu'on va y arriver. À mon avis, on va s'en sortir. C'est pas encore fait, mais je pense qu'on va s'en sortir. Après, on a un truc à traiter. On a un tout petit bout sur Massy, et puis on a le truc du boulevard de Grande Ceinture à traiter là sur Palais. Non, mais on le sait, Grégoire le sait. Là, pareil, comme conseiller départemental, je suis bien conseiller, etc. Il va falloir qu'on trouve une solution pour quand même, que tout ça soit fluide et fonctionne bien. Non, mais je suis d'accord sur la fin. Donc on va s'en sortir sur la coulée verte, c'est sûr. On a trouvé une solution. En revanche, sur les PAPS, vous seriez surpris. On n'est pas du tout consulté. On sera concerné après. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tout ça s'arrêtera, on nous dira démerdez-vous avec ce qu'on a fait. Et on aura, à mon avis, pas que des bonnes surprises. Donc je pense que ça, c'est quand même un vrai problème. En revanche, évidemment, je suis pas d'accord avec Nicolas sur la ligne 18, ça tout le monde le sait, puisque moi je suis opposé à la ligne 18, donc je pense que... Tout bagnole. Voilà, non, je suis pas pour le tout bagnole non plus, mais je pense que ça c'est une connerie, mais bon, le problème aussi qu'on a dans ce pays, c'est que quand on fait une connerie et qu'on pense une connerie, une fois qu'elle est lancée, on sait pas l'arrêter. C'est comme un TGV, on dit, là, on sait plus l'arrêter. Un autre exemple, je suis étonné que tu l'aies pas cité, parce qu'il aime bien me chicaner avec ça aussi, c'est le ring des Ulysses. Le ring des Ulysses, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui date d'il y a 15 ans, on fait le projet d'il y a 15 ans, et quand on dit, mais attendez, vous avez quand même pas pensé du tout à comment on passe en vélo à travers ce ring des Ulysses, on nous répond, non, on n'y a pas pensé, mais on va pas arrêter le projet qu'on a prévu il y a 15 ans, parce que si on l'arrête, on fera rien jamais. Moi, je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Donc, et je l'ai dit, et je le redis à chaque réunion, alors Nicolas m'en est témoin, pour qu'on puisse arriver à trouver des solutions. Mais hélas, le projet du ring des Ulysses, c'est avant tout un projet routier. Et donc, si on avait arrêté la façon dont on pensait, on avait repensé le projet en y intégrant le vélo, probablement qu'on aurait fait autre chose. Parce que quand je vois la largeur du ring actuel, c'est-à-dire du vieux ring, on va dire maintenant,
on aurait tout à fait la place d'avoir une voie réservée vélo sur le vieux ring. Sauf que les routiers qui ont pensé l'ancien projet et qui sont aujourd'hui les ingénieurs nouveaux qu'on a dans les départements, mais ils ont tous été formés comme Nicolas à la DDT et à la DDE précédemment, eh ben, ils comprennent pas ça. Ils peuvent pas le comprendre. On a beau leur dire, ils peuvent pas le comprendre. Donc tout ça est compliqué. On obtient des choses, mais c'est vraiment une bataille de tranchées. Si c'était juste pour compléter sur la partie campus, évidemment tout n'est pas idéal dans ce campus du haut. Il y a quand même, faut bien comprendre aussi qu'il y a des gens qui viennent de loin pour venir travailler sur ce campus. Il y a des gens qui ont été déplacés, qui avant avaient un campus à Grignon et qui n'ont pas nécessairement déménagé. Donc il faut aussi accepter qu'il y ait besoin d'intermodalité. Il y a plein de gens qui viennent en voiture et qui après, dans leur déplacement pour aller d'un bout à l'autre du plateau, prennent le vélo, et même des gens qui ne faisaient pas de vélo auparavant, qui s'y sont mis et qui dans la journée vont enseigner ou vont dans d'autres labos en vélo. Donc il y a quand même, après moi je suis pas usagère du vélo, plutôt du bus sur le campus, mais donc je me doute qu'il y a aussi des points noirs même sur la circulation vélo sur le campus, mais il y a quand même sur la partie haute des pistes cyclables et beaucoup de gens qui les empruntent. Après il y a encore des gens qui culturellement ont un peu de mal à faire l'effort, à se prendre la voiture pour faire 300 mètres, mais il y a quand même du mieux et il y a quand même aussi une desserte en transport qu'on n'avait pas avant. Moi je travaille depuis 20 ans sur le plateau, on n'avait pas des transports en commun comme on a aujourd'hui pour monter sur le plateau, et après il y a aussi le système, comme on disait précédemment, d'avoir des vélos en libre service pour permettre cette intermodalité. Donc c'est pas idéal, il y a plein de choses qu'il va encore falloir faire pour repousser les voitures, ou en tout cas bien faire comprendre que si on vient en voiture après le déplacement en interne, ça doit devenir un campus, parce que même en bas où c'est un campus, on n'est pas sur des campus comme dans les autres pays où les gens se déplacent en vélo. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a quand même des gens que ça a fait passer au vélo dans la journée. Mais ces gens-là, ils ont un vélo à demeure sur le campus? En fait, il y a dans les labos souvent des vélos. Il y a l'université a aussi des vélos qu'elle met en libre service. Mais après, ça dépend c'est quelques vélos par labo, et puis il y a un effet boule de neige aussi dans les labos d'avoir. On a commencé par avoir. Au départ, c'était des purs et durs qui venaient en vélo pendant des années, puis après avec le vélo électrique, on a eu un effet boule de neige où on voit vraiment beaucoup de gens passer au vélo, même des gens qui venaient depuis 20-30 ans en voiture. Donc là-dessus, c'est en forte croissance. À nous aussi d'avoir des aménagements pour ranger les vélos quand ils sont en journée, et ça reste à faire, parce que comme pour la ville, ça n'a pas forcément été pensé, et il y a un peu de conflit parfois avec ceux qui viennent en voiture, mais en tout cas il y a une forte progression, et sur le campus du haut notamment. Donc ça règle pas le problème du comment on passe du bas au haut, qui reste une grosse difficulté, mais déjà sur le campus haut, il y a quand même pas mal de circulation de vélo. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup de votre participation, pour vos oppositions et pour vos questions. Je suis bonne journée. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire, merci Olivier Thomas, merci merci à tous pour votre venue. On se fait une petite pause dilatoire et on se retrouve à 20h pour parler de cyclotourisme, sur lequel il y aura une projection ce soir. Et je remercie encore tous les bénévoles et les gens qui s'engagent au quotidien sur cet événement-là. À très bientôt.